Alors, bonjour tout le monde, merci d'être ici en ce samedi matin. Donc, je vais vous présenter une recherche qu'on a conduite avec Mélanie Laroche, qui est ici dans le petit carré en haut que je vois. Bonjour Mélanie. Donc, sur le thème de l'égalité professionnelle au Québec. Alors, pour commencer, mettre la table, on a défini l'égalité professionnelle comme l'égalité des droits, des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans la sphère professionnelle, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, le maintien en emploi, la formation, la mobilité, la promotion et bien sûr le salaire. Donc, au niveau mondial, malheureusement, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes reste un vœu pieux puisque aucun pays n'a vraiment atteint l'égalité dans les faits. Ceci étant, le Canada et le Québec font plutôt bonne figure quand on se compare, on se console, notamment dans le cadre du Québec et grâce à un cadre législatif jugé très progressiste. Donc, c'est quoi ce cadre législatif? Je m'excuse par avant, je ne suis pas juriste, mais voici grosso modo les grandes lois. Donc, ce qui fait un peu l'envie à l'extérieur du Québec, c'est notamment la loi proactive sur l'équité salariale de 1996 qui a été révisée en 2009 et encore récemment. Quand même plusieurs lois, une loi pour contrer le harcèlement sexuel en milieu de travail, les lois sur les programmes d'accès à l'égalité qui s'appliquent essentiellement au secteur public au Québec. Et ce cadre législatif est adossé à des politiques sociales plutôt progressistes, notamment les congés parentaux, des garderies abordables. Ces avancées qui ont été faites notamment, on le voit dans les années 80 et qui se sont beaucoup concrétisées dans les années 1990, sont la résultante de pressions exercées par les organisations syndicales qui ont formé des coalitions avec des groupes féministes qui ont donné quand même des résultats assez intéressants. La mise en place de donc politiques publiques progressistes et la prise en compte de plus en plus grande de ces questions par les organisations, les employeurs, donc qui aussi de leur côté mettent quand même des fois des programmes en place qui vont au-delà de ce qui est requis par la loi. Alors, cela a donné lieu à des avancées incontestables, puisque les femmes représentent la moitié de la population active. Ça fait 30 ans que le nombre d'étudiantes surpasse le nombre d'étudiants. Au Québec, le taux de syndicalisation est maintenant supérieur à celui des hommes. Ça, c'est très important parce qu'en général, on dit que les emplois syndiqués sont des emplois de meilleure qualité. Donc, le fait d'être couvert par une convention collective procure certains avantages. La proportion de femmes occupant des postes de gestion donc est passée de un quart à un tiers au niveau du Canada. Et le taux d'emploi des mères québécoises ayant des enfants d'âge préscolaire, c'est-à-dire moins de 5 ans, est de presque 79%, ce qui est très, très supérieur au reste de l'Amérique du Nord. On est 5 points au-dessus de la Nouvelle-Écosse et 15 points au-dessus de l'Alberta. Et même quand on se compare aux États-Unis, il y a vraiment un enjeu très important sur le taux d'emploi des mères de jeunes enfants, ce qui veut dire qu'on n'est plus du tout dans la logique du choix entre carrière et maternité, puisque l'ensemble de ces politiques a permis aux femmes de poursuivre un emploi à temps plein tout en ayant des enfants. Il faut dire aussi, et puis là j'introduis un élément comparatif par rapport à la France dont on va parler après, que les politiques québécoises ont surtout visé l'autonomie économique des femmes pour leur permettre d'occuper un emploi de façon à ce qu'elles aient accès à une autonomie financière. Il n'y avait pas du tout d'enjeu nataliste, comme ça a pu être le cas dans les politiques françaises. Donc c'était vraiment ce qui était visé par ces politiques. Alors, bon, maintenant, quand on regarde quelques grands indicateurs, des indicateurs de ségrégation professionnelle, c'est-à-dire la concentration des femmes dans certains emplois, les différences de rémunération hommes-femmes, la part des femmes dans des emplois à temps partiel et la part des femmes dans des emplois de gestionnaires, quand on regarde ce qui s'est passé depuis à peu près les années 2000-2010, on voit qu'il y a une certaine stagnation.
Donc, bien que des progrès significatifs aient été accomplis en matière d'accès et de maintien en emploi, ils ont stagné ces dernières années, comme le montrent certains indicateurs, et les effets de la pandémie sont encore à l'étude. Et on sait que la pandémie a plus durement affecté l'emploi des femmes que celui des hommes en général. Donc, on peut se poser des questions sur les emplois à long terme, les effets à long terme de la pandémie. Donc ça, je vais passer vite, c'est des trucs que vous connaissez. Donc, la proportion de Canadiennes, là, c'est au niveau du Canada, mais bon, Québec, ça pourrait s'appliquer. Donc, plus on monte dans les hiérarchies, moins il y a de femmes. Et les progrès qu'on fait, en fait, ne sont pas des progrès et on gagne quelques points de pourcentage par année. Donc, d'après McKinsey, qui est quand même pas réputée pour être l'organisation la plus féministe, il faudrait encore 175 ans pour passer de l'égalité de droit à l'égalité des faits, dans les faits, en fait, au Canada. Donc, une stagnation observée avec notamment une ségrégation occupationnelle. Donc, les femmes se concentrent dans certains types d'emplois qui sont souvent plus précaires et moins qualifiés, avec une surreprésentation à l'inverse des hommes dans les emplois de meilleure qualité, en fait. Encore peu de femmes dans les sphères dirigeantes. Donc, au Québec, une étude de Cloutier-Villeneuve avait montré que c'était à peu près 25% des postes de haute direction et 20% des membres de conseil d'administration. Et sur ce point, c'est peut-être important de signaler, de mettre ça en parallèle avec l'accès à l'université des femmes. Donc, ça fait depuis le milieu des années 90 qu'il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Donc, une femme qui a diplômé milieu des années 90, là, elle a 25 ans d'expérience professionnelle. Donc, le problème n'est pas le bassin de femmes qualifiées, compétentes, diplômées. Donc, c'est le pipeline. Donc, des inégalités persistantes en matière de rémunération, notamment de différences de rémunération inexpliquées. La persistance de stéréotypes et de préjugés quant aux emplois qui conviennent aux femmes et aux hommes. Et comme je le disais, les effets perturbateurs de la pandémie, qui, semble-t-il, ont eu un impact disproportionné sur les femmes et qui vont sans doute se mesurer encore pendant plusieurs années. Ce qui nous amène à la question d'où a émergé cette recherche, finalement, c'est pourquoi, en dépit d'un cadre très progressiste de prime abord, au Québec, les progrès sont si lents. Donc, sur le papier, on aurait tout ce qu'il faut puisqu'on a la loi sur l'équité en matière d'emploi, des programmes d'accès à l'égalité. Au niveau social, il y a quand même un très large consensus social sur le fait que l'égalité entre les hommes et les femmes, en général, c'est quelque chose d'important. Donc, comment ça se fait que malgré cela, on ne progresse pas plus vite. Alors, on a regardé les acteurs dans une configuration tripartite de mise en œuvre des politiques publiques. Donc, on a regardé les 3 grands acteurs classiques du système de relations industrielles, c'est-à-dire le rôle de l'État, le rôle des employeurs et le rôle des syndicats. Alors, au niveau du rôle de l'État, plusieurs constatations émergent de nos travaux. Donc, la première chose qu'on peut observer, c'est que depuis 20 ans, on a une diminution marquée du financement public au niveau tant fédéral que provincial accordé aux groupes de femmes. Or, c'est justement les alliances entre les organisations syndicales et des groupes de femmes sur le terrain qui avaient permis certaines avancées. Donc, ces groupes de femmes dépendent très, très largement du financement public. Alors, si vous coupez dans ces financements, par exemple, les bureaux régionaux de la condition féminine apportaient de l'information, des recherches, des statistiques, des chiffres sur la situation des femmes dans les régions. Puis toute cette information et cette expertise-là, on l'a perdue avec les coupures dans ces bureaux. Donc ça, c'est un exemple de comment ça a affecté finalement l'information qu'on a sur les conditions de travail des femmes, mais aussi l'expertise qu'on avait sur le terrain pour revendiquer. Ensuite, les lois, et puis là, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont plutôt nos collègues juristes, experts en politique publique, les lois
sont relativement peu contraignantes et le risque associé à la non-conformité est faible, voire inexistant. Donc, il y a peu, grosso modo, d'amendes pour non-conformité si vous n'avez pas mis à jour votre programme d'équité salariale. Et puis, grosso modo, la commission qui s'occupe du respect de ces lois se voit plutôt dans un rôle de conseil, de soutien. Donc, on va vous dire, vous n'êtes pas conformé, vous allez recevoir une lettre, s'il vous plaît, conformez-vous. Mais ça va rarement jusqu'à l'amende. Donc, une critique qui était fréquemment associée à ces lois-là, c'est qu'elles manquent de dents, en fait. Finalement, ce dont on se rend compte, c'est que tant la loi sur l'équité salariale que sur les programmes d'accès à l'égalité est pas mal conditionnée à la bonne volonté des employeurs. Donc, c'est-à-dire qu'elle soit déployée convenablement par les employeurs. Puis ça, on verra tout à l'heure que les employeurs, ça a un peu un effet inhibiteur de la loi, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mis en place le programme d'accès à l'égalité, eux, ils ont fait leur part, puis ils n'en font pas plus. Ils considèrent qu'ils sont conformes. Et dernier élément, c'est quand même un employeur important au Québec, l'État. Or, quand on regarde ce qui se passe avec ses propres employés, il a parfois du mal à s'appliquer à lui-même les règles qu'il édicte pour les autres. Donc, il y a un rôle un peu ambigu de l'État qui pourrait expliquer finalement pourquoi le cadre les outils qui sont mis à disposition des acteurs n'atteignent pas leur plein potentiel en matière d'efficacité. Ensuite, les employeurs, comme on l'a vu, ont un rôle central dans la mise en œuvre de la réglementation, de la législation. Donc là, je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on avait faite avant la pandémie, avec Mélanie, sur un échantillon de 296 conseillers en ressources humaines agréés, donc qui connaissaient plutôt bien les politiques d'égalité dans leurs organisations. Puis ce dont on se rend compte, c'est qu'à peu près la moitié des employeurs sondés ne considèrent pas l'égalité professionnelle comme une priorité stratégique. Il y en a 30%, donc un tiers, qui ont mis en place un programme formel ou une politique d'égalité ou qui ont au moins formulé des objectifs. Soit dit en passant, formuler des objectifs, c'est une obligation quand vous avez un programme d'accès à l'égalité. Donc, quand vous êtes un employeur public ou un employeur privé avec des contrats de plus d'un certain montant avec le gouvernement. Seulement 10% ont dit qu'ils avaient des mesures proactives pour promouvoir les femmes dans les postes de direction. Et surtout, il n'y avait pas vraiment d'indicateur de suivi. Donc, on se demande bien comment est-ce qu'on va mesurer les progrès qui sont faits si on n'a pas un suivi un petit peu sérieux. Finalement, on a aussi trouvé qu'il y avait relativement peu d'expertise à l'interne, sauf dans les très grandes organisations. Et que très largement, on a une préférence pour embaucher des consultants externes. C'est notamment le cas pour l'équité salariale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un consultant spécialiste en équité salariale parce que c'est vu comme quelque chose de très, très compliqué, avec des calculs très, très compliqués à faire. Donc, puis ça va aussi nous donner une légitimité, l'équité, pour mettre en œuvre cette équité. Donc, un possible effet inhibiteur des lois dont j'ai parlé tout à l'heure. Finalement, sur le rôle des syndicats, donc entre codétermination, puisqu'ils ont été très moteurs dans l'implantation de ces lois, et les contestations, l'égalité, premier constat qui émerge de notre recherche avec Mélanie, l'égalité professionnelle est quand même un sujet très très peu présent dans les négociations collectives puisque moins de 5% des accords d'entreprise contiennent une clause sur l'égalité professionnelle. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet de négociation. Et petite anecdote, même dans les milieux syndiqués où il y a une clause sur l'égalité professionnelle, ce n'est pas forcément par les acteurs sur le terrain, ce n'est pas forcément compris vraiment dans le sens de un outil proactif. On se fait encore dire des trucs comme « Ah oui, oui, c'est très important, la conciliation travail-famille pour les femmes ».
pourtant dans des milieux syndiqués où on a des clauses sur l'égalité professionnelle. Donc, on a constaté un certain manque de formation et d'expertise pour négocier et surtout gérer les dispositifs d'égalité professionnelle. Donc ça, c'est quand même mieux dans les milieux syndiqués que dans les milieux non syndiqués. Il y a des grandes différences, mais imaginez-vous donc, dans les milieux non syndiqués, vous avez beau avoir une obligation d'avoir l'équité salariale. En fait, les employés, ils n'ont personne là pour leur expliquer comment ça fonctionne. C'est pas mal laissé à la discrétion de l'employeur, donc c'est très difficile d'aller revendiquer des changements sur la base de ces outils parce que sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas si compris que ça. À l'interne, dans les syndicats, on a encore trouvé des résistances, notamment le principe d'ancienneté, donc cette vision que oui, mais si on met des femmes, si on fait des processus de formation accélérés pour les femmes, moi, ça fait 20 ans que j'attends ce poste-là, pourquoi elle qui est ici depuis 3 ans, elle y aurait droit? Donc, on a aussi trouvé l'invisibilisation de certaines situations, notamment de femmes en situation d'intersectionnalité. Donc, une difficulté à prendre en compte les intérêts particuliers de certaines femmes migrantes ou dans des endroits ou dans des emplois particulièrement précaires. Donc, on tend à représenter finalement les intérêts du travailleur moyen. Et toujours une difficile conciliation travail, famille, militantisme pour les femmes. Donc, tant qu'il n'y a pas plus de femmes dans les instances dirigeantes, c'est très difficile de pousser ces sujets-là. Alors bon, finalement, contrairement à d'autres provinces, l'exemple du Québec illustre l'importance du rôle de la législation, parce qu'on peut quand même dire que c'est grâce à la régulation qu'on a fait les progrès observés. Mais malgré ces avancées, il y a quand même de nombreuses résistances. Donc, il nous paraît important de développer les connaissances et les compétences des acteurs sur le terrain pour se saisir des outils, parce que ce sont quand même des instruments très puissants, que ce soit l'équité salariale, les programmes d'accès à l'égalité, mais finalement, ils ne sont pas déployés à leur plein potentiel, un peu par manque d'expertise. Donc, les milieux syndiqués semblent davantage se saisir de ces outils que les milieux non syndiqués. Ceci étant, et là, ce n'est pas nous qui nous le disons, c'est Alain Anquetil, que ça dans le processus de négociation, il semble que ça rentre dans le champ du négociable, c'est-à-dire que, par exemple, les employeurs vont essayer de négocier la méthode de calcul des écarts salariaux. Donc, en essayant de dire, là, on va prendre une méthode un peu moins contraignante. Pour nous, il y aurait un peu moins d'écarts à rectifier. Alors que l'idée, c'est que la loi devrait s'appliquer à tout le monde. Mais là, on entre vraiment dans des considérations techniques qui peuvent avoir des effets très importants sur la rémunération effective des gens. Alors, la question que je vous pose, puis que je pose à nos panélistes, c'est finalement quel levier d'action plus efficace en sus des politiques publiques ou pour vraiment l'effectivité, aller chercher plus d'efficacité de ces dispositifs-là.